Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 4, créer un réseau ferroviaire. La vidéo précédente consistait à vous démontrer comment j'ai fait les châssis de ma maquette modulaire et je vous ai promis qu'on allait parler électrique, câblage électrique. Vous avez probablement pas vu toutes mes vidéos qui assurent ma chaîne, du coup je me suis dit on va parler un petit peu choix du matériel digital. Je ne vais pas redébattre sur tout le matériel digital, le pourquoi, du comment, mais de refixer un petit peu la philosophie principale, mon choix de matériel, pourquoi je l'ai choisi dans les grandes lignes, pour qu'on puisse ensuite passer sur le câblage. Parce qu'en effet, en fonction du matériel qu'on choisit, on aura peut-être plusieurs philosophies de câblage. Du coup, ici, on va parler choix matériel digital. Du coup, dans cette vidéo, on va faire une brève introduction sur deux petits sujets. Ensuite, on va parler sur le choix du logiciel, la centrale digitale, les décodeurs d'accessoires et la rétrosignalisation. Donc, on ne va pas parler relais ou petit accessoire annexe. On va vraiment parler dans les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir une maquette en digital automatisée avec un logiciel? C'est clair que si vous faites une maquette complètement manuelle, vous n'aurez pas besoin de la rétrosignalisation par exemple, les décodeurs d'accessoires ça peut se discuter, enfin bref, c'est vraiment ici pour mon concept à moi. Ça ne veut pas dire que c'est le choix à faire, le choix que j'ai fait c'est non plus pas le plus avantageux au niveau prix, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi tout ça. On va commencer par le principe de base, j'ai déjà montré ça dans plusieurs vidéos, donc ici on retrouve une maquette qui est simplement un ovale avec divers éléments. Donc pour automatiser une maquette, on aura besoin quelque part d'un PC avec un logiciel qui permettra en fait de gérer la circulation des trains, de piloter les aiguillages. On aura quelque part ici un système de rétrosignalisation. Alors ici c'est le système Litvinsky qui est directement relié au PC par USB avec un système de bus S88. J'ai déjà intégré ça sur trois maquettes. Maintenant, ça fonctionne très très bien. Le gros avantage, c'est qu'on a la rétrosignalisation qui va passer au travers du PC, enfin directement au PC, et non pas au travers de la centrale qui ira par la suite au PC. Donc on économise un petit peu la CPU de la centrale. C'est pour le principe de base, c'est pas ce que j'ai choisi moi, pour différentes raisons que je vous expliquerai plus tard. Du coup, à ce répartiteur, on aura ici les modules de rétrosignalisation, donc de détection de position des trains. Donc on pourra détecter la présence des trains sur les cantons qui seront isolés. On aura ensuite une centrale digitale qui permettra de générer le signal digital pour piloter les trains. Par exemple ici au travers d'un booster, donc ça va générer un deuxième signal digital au travers d'un bus propre à la centrale qui va alimenter les voies et qui pourra piloter les voies. Le digital de la centrale est ici utilisé pour piloter tout ce qui est accessoires, respectivement les aiguillages, les signaux, les animations et j'en passe. On voit ici qu'on a une tendance quand même, mis à part le fait qu'on a la rétrosignalisation qui peut être directement au PC ou via la centrale digitale, une séparation de choses qui va dire, voilà, on a une partie qui est la rétrosignalisation, qui a un gros thème, et on a une partie ici, pilotage des trains, donc un digital de traction, et une partie pilotage des accessoires, donc le digital de commande. Et ensuite, la centrale qui est elle-même reliée au PC pour que le logiciel puisse, au travers de la centrale, commander, faire le chef de gare, commander les trains pour qu'ils accélèrent, qu'ils s'arrêtent, etc., etc. Donc ici, c'est un conseil. Ça a pour le moment bien marché d'avoir deux digitales, au moins au minimum un booster pour la traction, par exemple, et un digital pour les accessoires. C'est quelque chose de très important. Il y a certains décodeurs, comme des décodeurs de signaux, quand on les mélange aux signaux de train, donc aux signaux de traction, ça se passe pas tout à fait bien, pour certaines centrales en tout cas. Voilà pour le principe de base. Donc ici, vous avez deviné que ça rejoint un petit peu
le programme que je vous ai cité précédemment, où on va parler logiciel, centrale digitale, commande d'accessoires, rétrosignalisation. Donc on a vraiment des thèmes qui sont bien séparés. Ensuite, dans l'introduction, on va parler un petit peu matériel du marché, donc ce qu'on trouve par les fournisseurs qu'on connaît, contre l'électronique maison. Parce qu'on peut très bien développer aussi des petites choses soi-même. J'ai repris ici un petit schéma d'un dernier projet qui a sur locoduino.org, site magnifique, super bien entretenu, très clair, avec des bibliothèques, des exemples, des choses, c'est vraiment fabuleux. Je me suis amusé à faire ma petite centrale digitale ici avec des petits modules du marché. J'ai bricolé quelques petits PCB pour pouvoir faire des décodeurs d'accessoires. Ça marche très très bien. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller sur ce site. Il y a vraiment de très jolies choses. Il y a même maintenant aussi des petits décodeurs qui sont pilotés en fait en Wi-Fi, sans fil. Enfin, il y a plein de choses, c'est fabuleux. Je remercie les personnes qui alimentent ce site. C'est vraiment top. Quand on va là-dedans, ben, on a quelque chose qui peut être moins onéreux. Quoique à voir, quand on commence de faire des PCB propres, qu'on achète des composants électroniques de qualité, on remarque quand même qu'on arrive, je ne veux pas dire au prix des choses du marché, mais pas très loin. Et ce qu'on compte pas là-dedans, c'est les heures de travail. Donc ça demande beaucoup de temps puis une connaissance très spécifique. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est que pour une maquette personnelle, je pense c'est très accessible, c'est bien. Mais quand on est sur une maquette de club où on est plusieurs, où on n'a pas tous la connaissance de l'informatique et de l'électronique, on aura un problème de support et de maintien de la chose. Je ne veux pas dire que tout est maintenu dans le matériel du marché au travers des fournisseurs, mais il y a quand même un support derrière et des choses qui sont maintenues. Et clairement, ça prend énormément de temps. Par contre, c'est hyper intéressant. Très très intéressant. On tombe sur plein de petites problématiques quand on commence de pouiller et d'essayer de programmer ces petits Arduino. Donc voilà, c'est mon idée à moi. Hein. C'est pas que je critique ceux qui font ça, pas du tout. Je trouve ça formidable. Mais c'est vrai que si on n'est pas plusieurs dans un club à maîtriser cette technologie, eh ben on est vite contre le mur. Voilà pour l'introduction. On va passer maintenant au logiciel. Logiciel, ça va aller très vite. Si vous avez regardé un petit peu mes vidéos ou mes playlists, on va parler ici RRTC, Railroad Train Controller, que j'ai choisi. Donc j'ai testé quelques petits logiciels et puis ben, y en a un qui m'a plu plus que les autres. Le désavantage, c'est qu'il coûte un petit peu quelque chose, mais il a des fonctions très très complètes. Je dirais même parfois trop complètes. On s'y perd. Donc après, c'est un choix. Pour moi, c'est un des bons logiciels du marché. Je dirais même le meilleur pour moi, mais ça reste que mon avis. Quelque chose qui fonctionne très très bien. Et on va pas en dire plus sur cette partie-là, mais c'est le logiciel que j'ai choisi pour piloter ma maquette. Je l'ai intégré aussi sur deux autres maquettes où tout se passe très 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 bien. On va parler centrale digitale. Centrale digitale ici, j'en ai choisi une il y a quelques années, donc c'est clair que je vais réutiliser celle-là. C'est l'Ecos des U, avec bien sûr des boosters. Donc on peut mettre d'autres boosters, mais j'ai choisi de rester dans la marque. C'est comme tout, une fois qu'on reste un petit peu dans le même fournisseur, on a des petits avantages, des fonctionnalités qui sont assez intéressantes. C'est pas interdit que je colle d'autres choses. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est quand même une marque qui est pas mal répandue, autant au niveau des décodeurs d'accessoires, décodeurs locomotives. La centrale est jolie, un bel écran, touchscreen, couleur, les menus sont quand même assez intuitifs. On a des jolis boutons pour faire fonctionner nos locomotives et elle est multiprotocole. Je vais utiliser principalement le DCC parce que je suis en 2 rails HOM. J'ai voulu une centrale multiprotocole, c'est pour rester compatible avec les collègues du club et aussi avec
avec le système du club pour pouvoir faire des essais au cas où, avec des choses principalement Märklin, Motorola. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette station. Si je serais parti que sur deux rails, peut-être que j'aurais pris quelque chose d'autre comme du Simo ou quelque chose comme ça. J'ai encore la version 4 ampères, maintenant il y a une version avec un booster interne 6 ampères, j'ai 4 ampères. Un gros avantage que j'aime beaucoup, c'est la connexion RJ45 qui nous permettra en fait de se connecter directement depuis le PC sur la centrale. Et elle a un bus propriétaire qui est aussi d'assez bonne qualité avec un contrôle de la communication. Du coup, ben ça on voit ici le fait de pouvoir se connecter à notre centrale, soit en direct, soit au travers d'un switch ou d'un réseau de maison, et on peut rapidement, au moyen d'un petit logiciel pour se connecter dessus, avoir l'écran de la centrale sur un PC en plus grand pour faire des manipulations. Le support, la mise à jour, le suivi des mises à jour, ça se fait aussi très très bien. Avec d'autres fournisseurs, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut souvent envoyer la centrale. Il y a certaines mises à jour qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Tandis qu'ici, on a vraiment la possibilité de suivre l'évolution du matériel du fournisseur. Elle a bien sûr une sortie digitale, 4 ampères comme j'ai dit, que je vais utiliser moi en digital commande accessoire, comme je l'ai montré dans l'introduction. On a une autre sortie digitale qui est la voie de programmation pour pouvoir accéder au CV des décodeurs locomotives. Et ensuite, pour le courant de traction, un booster de la marque ESU, qui est aussi pour moi ici un 4 ampères, je crois, avec le bus EcoSlink. Donc le bus EcoSlink, c'est un bus propriétaire d'ESU. On a quelques connexions à l'arrière ici qui permettent de mettre des éléments ESU en série, en bus, pour pouvoir communiquer avec notre centrale. Donc ici, notre centrale va communiquer au travers de ce bus au booster qui lui va amplifier les signaux pour arriver à un digital de traction afin de pouvoir piloter les voies. Donc les noms digital de traction, digital de commande accessoire, c'est moi qui les ai définis pour ma part, mais c'est deux digitaux complètement différents si on veut bien. Ensuite, j'ai décidé aussi, encore un produit ESU, de mettre dessus la Mobile Control 2, qui est cette petite télécommande. J'ai fait des essais avec un réseau Wi-Fi, puisqu'on a un port RJ45 sur l'Écosse, on peut très bien mettre un routeur Wi-Fi avec une petite application. Il y en existe des qui sont plus ou moins gratuites avec des fonctions limitées. Ça fonctionne très très bien. Mais j'ai trouvé ici que la petite télécommande, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont un peu lentes. La connectique, ça fonctionne pas trop mal. J'ai pas trop essayé, je dois dire. Mais la partie design et le petit bouton pour faire fonctionner sa locomotive est vraiment intéressant pour ma part. Et du coup, on peut avoir sur notre Pro RJ45 le petit routeur Wi-Fi qui va bien livrer avec la télécommande. Donc on configure tout ça, ce qui se fait plus ou moins tout seul. Le mode d'emploi est très bien fait pour ça. Et on peut directement accéder aux locomotives, prendre les locomotives sur la télécommande pour les piloter. Et également reprendre les listes d'accessoires pour pouvoir piloter les aiguillages par exemple. On peut également, mais ça c'est un petit peu plus compliqué à configurer, venir brancher notre Ecos sur un routeur Wi-Fi. On pourra très bien venir avec son PC ici sur ce routeur en câblé par exemple et venir accéder à la centrale ou par le Wi-Fi avec la télécommande. Voilà, donc ça c'est le deuxième, le troisième, l'Ecos, le Mobile Control et le booster que j'ai choisi. Ensuite, pour ce qui est décodeur d'accessoires, principalement pour les aiguillages, j'ai fait pas mal d'essais. Il y a plein de choses qui vont pas trop mal, mais j'ai décidé de partir sur des servomoteurs et à nouveau de rester dans la même marque. Donc on va parler ici Switch Pilot Servo, Switch Pilot Extension, c'est ce que j'ai choisi. Donc on retrouve le couplage ici avec notre Switch Pilot Servo version V1, V2 qui peut piloter 4 servos. On a maintenant la version 3 qui peut piloter
8 cerveaux. À cet élément, on peut venir coupler un switch pilote extension, qui n'est rien d'autre qu'en fait un élément qui comporte 4 relais bistables avec 2 contacts, qui vient se coupler ici à notre switch pilote, et en fonction de ce qu'on fait ici sur nos commandes de cerveau, automatiquement le cerveau 1 va piloter des choses sur le relais bistable 1 et on pourra faire différentes fonctionnalités. Si on a le V3, on devra avoir 2 switch pilote extension, un de chaque côté. À savoir que ici on peut simplement avoir que le switch pilote pour piloter les aiguillages, on n'a pas besoin de ça, je vous expliquerai pourquoi on a besoin de ça, à savoir que tout ce que j'explique ici, notamment ici ces éléments, dans ma playlist ESU, vous allez trouver pour chaque élément une petite vidéo qui explique ce qu'on peut faire avec ces accessoires, décodeurs d'accessoires, et le câblage et quelques essais. Du coup, on a ici le câblage de nos servomoteurs qui permettront d'actionner nos aiguillages. Servomoteur à nouveau ESU, j'ai fait des essais avec différents servomoteurs, des beaucoup moins chers que ceux qu'on peut trouver par ESU, respectivement à un tiers, en tout cas moins cher. Ça fonctionne, on peut les utiliser. Par contre, le mouvement est moins propre et quand on met l'élément sous tension ici, on a des petits sauts ou des changements de position qui sont un peu parasites avec ces servos ESU. Pour le moment, j'ai pas eu ce genre de problème. Si vous lisez sur les forums, vous allez voir que pas mal de personnes se plaignent sur des mouvements parasites quand on utilise d'autres cerveaux. Par contre, pour moi, un élément important d'un décodeur d'accessoires, et pour moi ça c'est rédhibitoire, c'est qu'il doit avoir 2 alimentations. Une alimentation digitale pour pouvoir commander l'élément, qui sera ici notre digital de commande accessoire. Donc ça c'est ce qui va alimenter le bus et pouvoir piloter notre décodeur. Et une alimentation de puissance. On peut très bien ici ponter le digital sur la puissance, ça marche aussi. Par contre, moi ce que je veux pas, c'est qu'on vienne prendre du courant, prendre de la tension au niveau de notre digital accessoire. Ou respectivement le moins possible, qu'il n'y ait que l'électronique en fait qui consomme ce qu'elle doit pour pouvoir écouter sur le bus les ordres qu'elle va recevoir. Ici, moi j'ai choisi du 15 volts continu pour avoir une alimentation de puissance pour tous mes éléments si possible. Et j'ai choisi 15 volts parce que certains décodeurs de signaux par exemple, c'est la tension qu'ils préconisent pour que ça fonctionne bien. Quand on descend dans les tensions minimum, respectivement 12 volts pour la plupart des décodeurs d'accessoires, on commence à avoir des fois des comportements un petit peu bizarres. Donc voilà, petit conseil à ce niveau-là. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et maintenant tous les fabricants qui font des décodeurs d'accessoires en principe, ils prévoient ceci. Le switch pilote extension, typiquement je vais l'utiliser pour la réalimentation du cœur d'aiguillage, donc la polarisation du cœur d'aiguillage, étant donné que la palette de l'aiguillage va passer sur le pôle 0 en courbe ou B droite, on aura ici un court-circuit. Donc ce qu'il faut toujours faire, c'est isoler les voies du cœur d'aiguillage. Moi j'isole parfois les deux pour réalimenter, je vous expliquerai encore dans la prochaine vidéo pourquoi, ou lorsque je vais faire une vidéo de posage de rails. Donc quand notre servomoteur va bouger, quand on arrive au milieu entre les deux positions, donc courbe et droite, la polarité va s'inverser au niveau du cœur pour pas qu'on ait de courjus et que la locomotive puisse passer sans encombre. Donc en principe les aiguillages sont conçus pour s'auto-alimenter le cœur correctement en appuyant le rail. Avec l'oxydation, avec le temps, c'est vrai qu'on a parfois un peu des petits soucis et on a juste cette partie cœur d'aiguillage qui n'est pas correctement alimentée et on a un petit saut sur le roulement de la locomotive. Voilà pourquoi je vais utiliser ceci, solution qui est très onéreuse. On peut très bien faire ceci avec certains moteurs d'aiguillage qui ont directement des cames qui permettent d'inverser ceci. On peut aussi faire ceci avec un simple switch sur le cerveau qui quand il est appuyé, il alimente par exemple en B, puis quand il relâche, il alimente en 0. Enfin, il y a plein de petites variantes, mais j'ai décidé d'utiliser ces éléments que j'avais achetés en lot à quelqu'un, lot
quelqu'un qui a vendu sa maquette. Et puis, ben, comme j'en avais pas assez, j'en ai racheté quelques-uns pour mon projet. Voilà. Et du switch pilote, donc le switch pilote, il permet ici de piloter 4 sorties qui peuvent être configurées version Märklin K83, K84, donc mode à impulsion ou mode bistable. Et on peut également ici venir piloter 2 cerveaux. Donc élément assez complet. Ben ça c'est typiquement des éléments que je pourrais utiliser sur un module ou à un endroit où j'ai 2 cerveaux et que j'aurai des animations à piloter. Attention ici, les tensions de sortie vont être les tensions qu'on aura ici à l'alimentation. Juste attention. On a également ici une alimentation digitale de commande accessoire et une alimentation digitale puissance. Et ensuite on peut par exemple venir piloter des feux, des signaux ou d'autres animations, ou également les moteurs d'aiguillage électromagnétique. Et ici, les 2 positions pour nos 2 sorties cerveau. Litvinsky LDT SDEC 4DC, donc là j'ai quelques modules aussi, c'est principalement ce genre de matériel que j'ai intégré sur 2 maquettes. À nouveau, parce que j'ai choisi la rétrosignalisation de cette marque, j'ai décidé de partir aussi avec ces décodeurs-là. Il y a des choses bien. Principalement, on aura ici le pilotage des accessoires électromagnétiques, donc c'est des sorties à impulsion. On a également ici une partie alimentation puissance, une partie alimentation digitale de commande. Donc à nouveau, on retrouve ces 2 alimentations. On peut aussi piloter certaines animations électromagnétiques et ce qui m'intéresse ici, c'est de coupler ça à un petit module DSU qui est un relais bistable. Ceci permet en fait de switcher une voie avec 2 tensions digitales différentes. J'utilise Train Controller pour que ça roule bien. On devra calibrer les locomotives. À la place de chaque fois prendre la locomotive, la mettre sur la voie de programmation, programmer les CV, la remettre sur la voie de calibration, de retester, ça va pas et de la renlever, on peut ici au moyen de ce petit montage venir alimenter notre voie de calibration en digital de traction, donc le fonctionnement normal, ou en digital voie de programmation. Donc on voit ici les 2 digitales qui arrivent et au moyen ici du module on pourra piloter ce relais pour alimenter soit avec un, soit avec l'autre. Et ça c'est très pratique. De plus, Train Controller a une petite option, un petit module optionnel avec une licence payante, c'est pas très cher, qui permet, format DCC, d'accéder aux paramètres principaux de la locomotive, donc les CV principaux qu'on a besoin de toucher pour faire un profil de vitesse, respectivement les CV 1, 2, 4, 5, 6, et c'est à peu près tout. Donc ça c'est quelque chose qui est pratique à mon sens. Ensuite, LDT SADEC, également pour piloter des animations. Donc c'est un élément ici 4 relais bistables avec à nouveau une alimentation puissance, une alimentation digitale de commande et ici des contacts secs qui permettent en fait simplement, comme un relais piloté, de pouvoir activer quelque chose, respectivement si je les utiliserai comme ceci, un élément ici passage à niveau avec un petit module qui gère notre passage à niveau, et bien sûr il faut l'alimenter pour l'enclencher et le couper pour le déclencher, respectivement. Ça peut faire l'affaire. Donc j'en ai aussi quelques-uns en stock depuis mes tests, donc c'est pas interdit que je retrouve ce genre de module sur ma maquette. Décodeur d'accessoires pour les signaux. Ici, je suis parti sur les premiers décodeurs que j'ai trouvés qui étaient vraiment bien faits pour la partie signaux suisse. Donc Q-décodeur qui comporte 16 sorties. On peut venir ici brancher les signaux avec anode ou cathode commune. C'est égal, les deux branchements sont possibles. Par contre, pour le configurer, c'est utile d'avoir le Q-programmeur, donc leur programmeur, pour venir directement implémenter les images des signaux et avoir les images qu'on pourra donner au signal. Donc,
configurer un décodeur de signal avec DCV, ça reste assez compliqué. Par contre, ici, à nouveau, une commande digitale de commande accessoire et une alimentation de puissance. Et je sais que pour ces décodeurs, ce qui est préconisé, c'est du 15 volts. Et typiquement, Central Ecos, avec ce genre de décodeur, sur le même digital que la traction, donc que les trains, il y a des choses qui se passent pas toujours bien. Quand on sépare, il n'y a pas de problème. Deuxième décodeur que je pourrais retrouver, mais ça c'est principalement par rapport à mes essais, c'est le signal pilote d'ESU, qui est assez nouveau, qui au début n'avait pas les signaux suisses, maintenant qu'ils y sont. Ça a l'air de fonctionner pas mal, je trouve un petit peu moins fin que le Q-décodeur, mais néanmoins, ça fait l'affaire. Et avec le log programmeur, c'est quelque chose qui est aussi assez facile d'accès, avec à nouveau les deux alimentations, la partie commande digitale et la partie puissance. On va parler maintenant rétrosignalisation. Rétrosignalisation, bien sûr, ESU. J'ai décidé ici d'utiliser la rétrosignalisation ESU qui passe au travers de la centrale. Pourquoi? Parce que ce système en fait permet de repérer les décodeurs, enfin les modules de rétrosignalisation. Ils sont comme adressés en fait sur le bus ECOSLink. Ici on a une maquette modulaire, en fait ça peut être pratique quand on déplace une partie de la maquette modulaire. Eh bien, on ne doit pas refaire toute la programmation de la rétrosignalisation au niveau de train controller. A contrario avec le système Litvinsky qui est très bien fait, mais les modules en fait au niveau du S88 se configurent, s'adressent en fonction du branchement. Donc le premier branché c'est l'adresse 1, le deuxième le 2, le troisième le 3. Ça veut dire que si maintenant on change l'ordre des modules de rétrosignalisation, eh bien, on n'a plus les mêmes adresses. Du coup, ça m'ennuyait un peu et j'ai décidé de partir là-dessus. Et là, c'est vrai que c'est un budget. Je dirais que c'est pratiquement parmi les rétrosignalisations les plus chères qu'on peut trouver. Vous allez voir encore, ça augmente. Enfin, vous allez voir pourquoi. Il y a la petite partie ECOSLink Terminal ici qui augmente encore le budget. Donc, ECOS Detector, c'est quoi? Un module ici qu'on voit qui permet en fait d'être alimenté par le digital de traction au niveau de ces bornes d'alimentation si on veut bien, et ensuite on aura 16 rétrosignalisations qui pourront aller sur les parties où on veut détecter les trains, donc les parties isolées. Comme je suis en 2 rails, c'est une détection courant, ça veut dire que c'est ce module en fait qui va réalimenter le tronçon de voie en courant, et dès qu'on aura une consommation, l'élément va le détecter. Donc ça c'est un multimodule en fait, on peut faire du pont de masse, on peut faire de la détection courant et on peut également avoir encore la petite option RICOM sur 4 des 16 entrées. RICOM c'est quoi? C'est un petit protocole qui est présent chez ESU et LENS qui permet en fait de pas uniquement détecter la présence du train mais également certaines informations du décodeur, comme par exemple l'adresse du train. Ça veut dire que si ici on utilise une entrée RICOM, puis qu'on lui dit que c'est du RICOM, quand on pose la locomotive dessus et que le décodeur est compatible RICOM et que le RICOM est activé dans CCV, directement on va avoir l'affichage de quelle locomotive on a posé sur la voie. Donc je l'ai dit ici, 16 rétros en courant, 4 rétros qui peuvent être utilisés en RICOM. Il est adressable, donc ça c'est quelque chose qui m'intéressait. Le bus ECOSLink qui est un bus qui est assez performant. Par contre, un gros inconvénient, c'est la longueur des câbles. Si on reprend le câblage de base qu'on a vu au début, j'ai mon ECOSLink, un port ECOSLink qui est utilisé sur mon ECOS, le booster, et c'est le booster qui va venir ici se connecter au bus. Ces éléments ne sont pas empilables, donc on ne peut pas les chaîner l'un à l'autre. Ça veut dire que si j'en rajoute un deuxième, je vais devoir venir à la centrale, un troisième à la centrale. Et moi je préconise toujours d'avoir quand même un peu les modules de rétrosignalisation au plus près de où on a les rétrosignalisations pour éviter la longueur des fils. La longueur des fils qui pourront nous amener des parasites, qui pourront être parasités par d'autres câbles. Donc c'est quelque chose qui est assez tricky quand même, la partie rétrosignalisation, si on veut que ça marche bien. Et ici, d'origine, le câble fait 50 cm, donc très peu.
J'ai un peu cherché, j'ai trouvé des rallonges pour rallonger ces câbles, mais c'était de savoir un petit peu jusqu'où on peut aller avec, cet EcoSlink. Pas mal de personnes ont fait des essais avec des rallonges en allant jusqu'à 2 mètres et demi, où ils disent que ça fonctionne bien. Donc j'ai ça en essai chez moi pour le moment. Et qu'à partir de 3 mètres, c'est là que commencent d'avoir les problèmes. Du coup, 3 mètres, c'est déjà pas mal. Par contre, si on a une grande maquette, c'est problématique. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On a l'Ecos Terminal. Et là, on rajoute une partie dans le budget. Ecos Terminal, c'est quoi? C'est un élément comme ça, ici, qu'on pourra chaîner cette fois-ci avec un port EcoSlink Extend, qu'on appelle. Donc, c'est un port spécifique pour partir sur ces éléments. Et ici, on aura un RJ45, donc un câble informatique qui permettra en fait de coupler ces éléments avec une entrée et une sortie à chaque élément. C'est basé sur du CAN, donc un bus industriel très performant qu'on trouve dans les voitures, en fait très performant, qui est très contrôlé au niveau de sa communication. Et ici, on pourra venir mettre plein d'éléments dessus avec toujours notre câble de 50 cm par élément. Ici, on a, je crois, 4 ports à l'arrière, 2 à l'avant. Donc, on peut mettre pas mal de petites choses. Il y a par exemple des mobiles stations, il y a les Ecos Boost, il y a différents éléments. Il y a juste une petite chose à faire attention, c'est quand on veut rajouter un booster sur l'EcoSlink, il faut le faire au début du bus, puis pas à la fin, parce qu'après, on a un problème avec les longueurs. On peut aller jusqu'à 100 mètres maximum au niveau du bus, et je crois que les boosters, il faut les mettre dans les 20 à 30 premiers mètres, pour pas avoir de soucis. Consommation du bus, maximum 1 ampère. Ça veut dire qu'ici, on voit la mobile station, 100 mA, Ecos Boost 25 mA, chaque Ecos Detector 75 mA et le terminal 15 mA. Ça veut dire qu'on a 100 mA pour un couplage ici, EcoSlink, enfin Ecos Detector et EcoSlink Terminal. Ce qui veut dire qu'on peut mettre une dizaine de couplages comme ça avant d'avoir un problème. Et si il devrait y avoir un problème, ça veut dire qu'on arrive au niveau de ces 1 ampère de consommation. On pourra toujours ici rajouter un transformateur. Transformateur pour réalimenter la puissance du bus. On devra ici configurer au moyen de petits switches qu'il y a sur l'élément certaines choses justement à ce niveau-là. Voilà pour la partie ici rétrosignalisation. Rétrosignalisation qui est quelque chose de très onéreux. On parle ici de l'Ecos Detector pour la partie le multifonctionnel courant, pont de masse et Raycom qui fait tout en même temps, pratiquement 250 francs suisses. On a l'Ecos Detector standard qui est 100 et quelques francs. Donc c'est un certain investissement et ça je crois que c'est une soixantaine ou septantaine de francs. Donc on voit qu'on est sur quelque chose de très onéreux. Ça veut dire que pour mes rétrosignalisations au niveau train contrôleur, mes cantons seront constitués que d'une seule rétrosignalisation et pas 3, comme on peut le voir souvent. Mais, à contrario, je peux avoir mes éléments avec mon adressage et c'est ça qui m'intéressait. Voilà, on arrive au terme de cette petite vidéo sur le choix du matériel que je vais utiliser pour ma maquette. Il n'y a pas beaucoup de surprises, principalement de l'ESU, et le reste du matériel, c'est ce que vous avez vu, enfin ce que je connais, quoi, ce que j'ai déjà implémenté, je sais que ça fonctionne. Il y a un moment donné, c'est bien de faire des essais avec des éléments, mais on se fixe un petit cahier des charges, et puis si on l'atteint, je pense qu'il faut une fois partir dans une direction, sinon on ne fait jamais rien. Et puis, ben voilà, j'ai décidé de choisir ce matériel. Du coup, dans la prochaine vidéo, on va parler cette fois-ci câblage électrique. On va parler fil, on va parler transition de module au niveau électrique, connectique. Un petit peu ce que j'ai cherché. J'ai potassé pas mal de temps pour trouver ce qu'il me fallait. Comme j'ai dépensé beaucoup pour la partie digitale, pour le choix du matériel digital, j'ai décidé de faire un petit peu plus de recherche dans la partie câblage et connectique pour pas avoir des choses trop onéreuses et qui me paraissent fonctionnelles, et l'avenir nous le dira. Voilà, alors une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui me regardent le soir. J'espère vous retrouver dans ma prochaine vidéo. À la prochaine, bye bye.